Beaucoup considèrent Le Seigneur des Anneaux comme une véritable base dans la culture médiévale fantasy en termes de référence et de direction artistique. Et bah c'est vrai. Avant cette très célèbre trilogie, la fantasy était représentée de manière un peu trop extravagante et pas assez réaliste. Elle a littéralement révolutionné les codes cinématographiques du médiéval fantasy, et vous allez voir, les costumes y sont pour beaucoup. Bon bah je vais spoiler un max, alors si vous connaissez pas Le Seigneur des Anneaux, bah allez voir ça tout de suite là, vite vite vite. La mythique trilogie du Seigneur des Anneaux a été diffusée au cinéma en 2001, 2002 et 2003. Pour pouvoir sortir un film par an de cette ampleur au cinéma, la trilogie a en fait été tournée d'une traite pendant 14 mois dans les studios et paysages néo-zélandais. Il n'y a pas moins de 20 personnages principaux, auxquels on ajoute des dizaines de personnages secondaires et des milliers de figurants. Le réalisateur Peter Jackson ainsi que la chef costumière Angela Dixon, lorsqu'ils préparaient le tournage de tous les films, ils ne souhaitaient pas du type de costume qu'on voyait dans le genre médiéval fantasy de l'époque. C'était un peu cheap pour eux. Ils souhaitaient plutôt des tenues qui étaient réalistes, des vêtements qui semblaient avoir vécu avec les personnages. D'autant plus que le propos du Seigneur des Anneaux, c'est un périple, un voyage, qui mène ses héros à travers montagnes, vallées, bois. Leur tenue, elle devait s'user au fil du temps et au fil des films. Du coup, Peter Jackson a demandé aux illustrateurs officiels des œuvres de Tolkien, qui sont John Howe et Alan Lee, de venir se joindre à eux en tant que concepteurs artistiques. Leur tâche était de créer plein d'illustrations, mais des tonnes et des tonnes d'illustrations, mais des piles et des piles qui s'entassaient dans le bureau de Peter Jackson d'ailleurs. Parfois, ces illustrations, même, elles faisaient plusieurs mètres de long, et ces illustrations, elles avaient pour but de set-up un petit peu tout l'univers et toute l'identité visuelle de la saga. Et c'est sur cette base, sur toutes ces illustrations, qu'ont été créés tous les décors, tous les accessoires et tous les costumes de la saga. Il est à noter que John et Alan ont travaillé directement avec Tolkien quand il était encore en vie sur ses œuvres. D'une certaine façon, ils ont permis de transmettre tout cet héritage, et de s'assurer aussi que du coup l'œuvre de Peter Jackson était bien conforme à la vision de Tolkien. À ça, on rajoute le talent de l'équipe des costumiers, couturiers, brodeurs qui ont permis de réaliser toutes les tenues de tous les personnages, et le gros boulot du studio Weta Workshop qui s'est occupé de toutes les armes, armures, répliques, prothèses, ils ont tout fait. Donc c'est vraiment une collaboration de groupe qui a permis d'obtenir un résultat aussi exceptionnel sur la direction artistique du film. Et le chef d'orchestre, c'était Peter Jackson qui vérifiait absolument tout. Mais ça, je vous en parle à la fin. La chef costumière était donc Angela Dixon, qui était à la tête d'une équipe de 40 couturiers, brodeurs, tailleurs, bijoutiers, et qui ont confectionné 19 000 costumes pour la saga. Parmi eux, 40 exemplaires de chaque costume étaient portés par les acteurs principaux et leurs doublures. Donc pour le même costume, par exemple le costume de Frodon, il y avait 40 exemplaires pour lui et toutes ses doublures. Pour ce qui est des armures, c'est le studio néo-zélandais Weta Workshop, dont je vous parlais juste avant, qui s'est occupé de créer justement toutes ces armures et ces armes, qui sont portées par les personnages principaux, personnages secondaires et même les figurants. Ils ont habillé tout le monde. Les modèles d'armure métalliques ont été confectionnés avec une intention d'utiliser les techniques médiévales, les techniques à l'ancienne. Et en fait, ils ont créé tous les prototypes d'armure en tapant le métal comme à l'ancienne. Une fois ces prototypes d'armure validés par l'équipe de production, ils ont été coulés dans du silicone pour en obtenir un moule. Et ces moules ont servi à créer plein de répliques de ces armures, cette fois-ci en résine plastique. Ce type de production, c'est assez pratique parce que ça permet de créer plein de répliques très rapidement et à moindre coût. Et pour les acteurs, c'est léger et c'est plus confortable. L'avantage aussi du plastique dans ce type de production, c'est que ça permet de pouvoir vraiment travailler en finesse, avec quelques millimètres et avec de la peinture d'avoir un rendu très réaliste. Et pour créer 48 000 pièces d'armure, bon, c'est plutôt pratique quand même. Pour ce qui est des codes de mailles, 12,5 millions d'anneaux ont été nécessaires pour confectionner toutes les codes de mailles qui sont portées par tous les acteurs des 3 films. Des anneaux en plastique, hein. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ces codes de mailles, elles ont été exclusivement créées par 2 personnes. La légende raconte qu'en posant un à un, à la main, tous les anneaux de toutes les codes de mailles, les 2 artisans auraient perdu à vie les empreintes de leur pouce et de leur index. Ouais, c'est plus qu'une légende, cette tâche répétitive, elle leur a lissé la peau des doigts. Et pour ce qui est des armes, l'illustrateur John Howe a dessiné des épées qui étaient bien différentes de celles qu'on voyait dans les films de l'époque. Il voulait créer des épées qui étaient à la fois élégantes et réalistes, le genre d'épées qu'on pourrait vraiment manier si elles existaient en métal. Parce que vous vous doutez bien que les épées, elles n'étaient pas en métal. La plupart des armes qui étaient faites pour les batailles, donc portées par les figurants, étaient faites en gomme semi-rigide. La gomme semi-rigide, c'est pratique parce que c'est suffisamment solide, on peut avoir un rendu très réaliste et à la fois c'est pas dangereux si on la balance dans son voisin. Et ce sont aussi des armes en gomme semi-rigide qui étaient utilisées en coulisses pour tous les acteurs principaux et secondaires pour s'entraîner avant les batailles. Pour ce qui est des scènes de combat plus rapprochées, il y avait toujours à disposition de tous les acteurs 5 répliques d'armes au cas où les premières s'abîmeraient. Ces épées, elles étaient faites en aluminium. L'alu, c'est hyper léger. Enfin, pour certaines épées qui sont un petit peu emblématiques, comme celle d'Aragorn ou de Legolas, elles étaient forgées dans de l'acier, donc des vraies épées, par un forgeron, et décorées tout minutieusement. D'ailleurs, Viggo Mortensen, l'acteur qui incarne Aragorn à l'écran, ne se séparait jamais de son épée. Genre, elle le suivait absolument partout.
Genre pour aller au resto, pour aller en voiture, ça a vraiment créé toute une mystique autour de lui. Je trouve que la principale utilité des costumes dans Le Seigneur des Anneaux est de différencier les personnages entre eux, notamment en fonction de leur race, qu'ils soient nains, elfes ou hobbits. Et je vous parle régulièrement de l'utilisation de la couleur dans le cinéma. Ici, on n'y échappe pas, il y a vraiment certaines couleurs qui ont été sélectionnées pour chacune des races. Et en combinant ces couleurs avec certaines étoffes ou certaines matières, on peut vraiment qualifier chaque style. Les hobbits sont habillés avec des teintes vertes, marron, orange, les teintes de nature. Ça rappelle la comté. Ils ont un style de fermier, avec des vestes et des chemises, des pantacourts, un style très sédentaire. Les mecs, ils ont même pas de chaussures, c'est dire s'ils veulent pas bouger. Pour accentuer leur petite taille et leur côté mignon avec leurs grandes oreilles et leurs grands pieds, ils portent des vêtements bien trop grands pour eux. Genre des grandes vestes avec des grandes poches et des gros boutons. D'ailleurs, les acteurs n'étaient pas pieds nus, c'était pas leurs pieds. Il y a 1600 paires de pieds de hobbits en latex qui ont été créés pour les 3 films de la saga. Ce sont des faux pieds avec une petite semelle en dessous pour les protéger un petit peu de l'humidité et du coup de tous les cailloux. Et ils devaient les faire poser pendant 2h30 tous les matins avant d'aller tourner. Petit fun fact, lorsqu'il pleuvait, les techniciens étaient obligés de porter sur leur dos les hobbits pour éviter d'abîmer toutes ces prothèses. Passons aux nains. Ils sont habillés avec des teintes sombres, grises ou marron. Ça rappelle plutôt la montagne et leurs armures témoignent de leur nature guerrière. Ils ont un côté bourru quoi. C'est comme leurs armes. Ils ont des armes lourdes, difficiles à porter et difficiles à manier, comme des marteaux, et ça s'oppose totalement à la finesse des elfes. Les elfes, eux, sont habillés avec des vêtements cintrés, des étoffes fluides, ça leur donne un style aérien. Même leurs armures, elles sont fines, proches du corps, pour épouser leur silhouette. Et niveau couleur, on est sur du vert pâle pour le côté nature, et sur du gris clair et de l'argenté pour le côté céleste. Les étoffes sont parfois ornées de motifs floraux ou végétaux, toujours pour rappeler ce côté nature. Du moins, dans le premier épisode, la communauté de l'anneau. Parce que dans le deuxième, les 2 tours, la colorimétrie des armures a évolué, en laissant place à des tons un petit peu plus marron, ocre, pour témoigner un petit peu du déclin des elfes. Il y a une réelle inspiration médiévale dans les formes des robes des elfes. Ce sont des longues robes avec des traînes et des manches évasées, et même si pour les hommes c'est un peu plus court, et que pour les femmes les traînes sont plus longues et les manches sont plus évasées, l'intention reste la même. Les orques, quant à eux, et toute l'armée de Sauron avec toutes les races entremêlées là, elles ont des teintes de peau sombres, avec des armures et des vêtements sombres et sales. Ça dénote complètement avec l'aspect un peu propre des personnages humanoïdes. C'est un peu comme pour nous rappeler genre, eux ils sont méchants, ils sont caca. D'ailleurs, les acteurs qui incarnaient les orques, ils en ont chié de ouf. Ils portaient des costumes en latex qui leur donnaient très chaud, et au bout d'un moment, ça saturait de transpiration, donc ça puait et il fallait jeter les combis. Sinon, les costumes du Seigneur des Anneaux aussi nous permettent de faire des distinctions au sein des mêmes races entre les statuts sociaux. Ces différences sont notamment marquées par les étoffes qui sont utilisées pour habiller les différents personnages. Par exemple, entre les citoyens du Gondor et les réfugiés du Rohan. C'est pas les mêmes étoffes qui sont portées par les habitants. L'usage de différentes étoffes comme le velours ou les brocarts rend les personnages plus nobles et plus majestueux, comme pour les robes d'Éowyn ou les tenues d'Elrond. Plus le rang social est élevé, plus il y aura de broderies et de motifs sur les tenues. Il y a un personnage dans toute la saga qui change énormément de tenue, c'est Arwen. Le personnage d'Arwen, il est un peu particulier, parce qu'à la base c'est une elfe, mais en renonçant à son immortalité pour Aragorn, elle devient d'une certaine façon humaine. Et tout ça, ça se traduit sur ses vêtements. On la voit donc apparaître au début de la saga dans des robes elfiques aux teintes claires, puis dans des robes colorées qui témoignent de son amour pour Aragorn. Puis, lorsqu'elle est séparée de lui et qu'elle se morfond, ou lors de la vision des funérailles d'Aragorn, sa tenue elle est beaucoup plus sombre, elle est marron ou noire. Cette meuf, tu vois son mood sur toutes ses tenues quoi. Un autre personnage dont la transformation est bien visible dans la saga, c'est Gandalf. Je crois que c'est même mon perso préféré. Sa transformation de Gandalf le gris à Gandalf le blanc, elle se fait dans le sens d'une évolution. Déjà, la tenue grise, elle était faite en lin. Elle était simple, pas grossière mais juste simple, et avec une ceinture et un gilet. Sa tenue blanche, quant à elle, elle était faite dans une étoffe qui était beaucoup plus fine et ornée de motifs elfiques. Sur la forme aussi, elle était beaucoup plus cintrée. Elle lui permettait une meilleure amplitude de mouvement pour toutes les batailles, et elle donnait un côté majestueux à sa silhouette. You shall not pass! J'ai pas de bâton. Sinon, le chapeau de Gandalf, là, son super chapeau qu'on voit au début dans les premières scènes de la communauté de l'anneau, avec sa petite pipe et tout, en vrai, il était hyper galère à porter. En fait, il était trop disproportionné, c'était l'effet voulu, mais du coup, au moindre coup de vent, il s'envolait, et en fait, il tenait pas bien sur sa tête. Il se bloquait partout, c'était trop galère, quoi. Et Ian McKellen, l'acteur de Gandalf, il a vraiment confié qu'il a dû jouer à l'équilibriste avec et l'apprivoiser. On termine avec l'anneau unique de Sauron, qui en fait n'est pas du tout unique. On vous a menti! Il a en fait été fabriqué par un bijoutier néo-zélandais, et ce en 4 exemplaires. 4 exemplaires pour 4 tailles différentes. Il y avait une taille de 10 cm pour tous les plans rapprochés, un anneau de petite taille pour les hobbits, pour augmenter l'effet de petitesse, un anneau pour l'échelle humaine,
et un anneau un petit peu plus grand pour toutes les doublures qui étaient beaucoup plus grandes. Et voilà, c'est comme ça que cette légendaire référence médiévale fantasy a été réalisée. Enfin, pour la partie costume. Mais cette trilogie faite par Peter Jackson a vraiment apporté sa pierre à l'édifice à tout le milieu médiéval fantasy, et aujourd'hui c'est encore reconnu. Au fait, restez bien après le générique parce que je balance plein de fun facts que j'ai pas pu balancer dans la vidéo, parce que ça concerne pas forcément les costumes, mais c'est fun. Psst, abonne-toi, et merci pour tous vos retours sur la vidéo Harry Potter, ça nous a trop boosté pour faire cette vidéo. Ce sont tous les fun facts que je n'ai pas pu placer dans la vidéo. C'est parti! Fun fact numéro 1. Pour éviter de défoncer tous les paysages pendant les scènes de bataille avec les chevaux, Peter Jackson il a décidé de déployer plein de fausses moquettes sur les lieux de tournage. Fun fact numéro 2. Peter Jackson inspectait notamment toutes les pièces qui passaient devant la caméra. Que ce soit les costumes, mais aussi les pièces de décor, tout était inspecté minutieusement. Fun fact numéro 3. Les acteurs principaux de la communauté de l'anneau ont tous, à la fin de la saga, été dans un salon de tatouage pour se faire tatouer le signe 9 en elfique. Bon, sauf Gimli parce qu'il avait la flemme. Fun fact numéro 4. Les cavaliers du Rohan sont en réalité la plupart des cavalières à qui on a posé de fausses barbes, parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y avait plus de bonnes cavalières que de bons cavaliers. Et fun fact numéro 5. Tolkien, à la base, c'était un linguiste. À la base, le mec, il kiffait les langues, il était prof de langue d'ailleurs à l'université, et quand il était tout petit, il inventait plein de langages. Et en fait, il a construit Le Seigneur des Anneaux comme un récit qui mêle plein de langages différents, en fait un support pour toutes ses inventions. Alors que moi je pensais qu'à la base c'était juste pour écrire un récit épique quoi. Bisous!